Bon, cette fois, c'est vraiment la fin de la série avec Adrien. J'avais déjà fait tout un discours dans l'épisode précédent, donc cette fois, je me tais. Je laisse toute la place à la seconde partie de l'épisode sur la confiance. Et si jamais vous êtes arrivé ici au hasard des algorithmes, sachez que vous êtes dans la deuxième partie du dernier épisode d'une série qui vise à bousculer vos habitudes, vos pratiques et peut-être même quelques certitudes sur le monde du travail. Alors n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes. Bon, cette fois je me tais vraiment. Bonne écoute. Moi, je te donne un exemple hyper simple, qui est un exemple que j'ai moi dans mon quotidien et contre lequel je me bats contre rien parce que de toute façon, je suis trop optimiste pour imaginer que les choses puissent changer. J'aimerais bien que ça change, mais moi en tant que chercheur, mon objectif dans la vie, c'est de publier dans Nature ou Science, les gros journaux scientifiques, etc. Je vais publier là-dedans, ça va te coûter 20 000, 30 000 euros pour publier. Attends, un scientifique doit payer pour pouvoir Un publier? scientifique, alors je paye pas moi-même, c'est l'Union européenne qui paye à ma place, mais je fais payer l'Union européenne pour moi. Ah bah oui, rien n'est gratuit dans la vie. Et oui, et si je veux publier dans une revue un peu moins importante, genre Nature Human Behavior, etc., on va toucher à 10 000, 15 000 euros. La question qu'on se pose, c'est ces éditeurs-là, combien ça leur coûte de lire l'article, dire est-ce que on l'accepte pas, le mettre sur leur site, le mettre le PDF sur leur site et faire une petite pub. On estime, Ah, parce que ouais. tu peux payer le 25 000 euros et ils décident de pas le publier? Non, c'est uniquement si c'est publié. Donc, en fait, tu réfléchis aussi à la perte de cet éditeur-là quand il a lu 200 articles et qu'il en retient que 10, bah, il en aura lu quand même 180. On estime que justement cette perte-là, elle se joue entre 300 et 500 euros. Donc, à chaque fois que tu acceptes un article, autour de 20 à 30 000 euros, ça a coûté à l'entreprise entre 300 et 500 euros. Donc, il a une plus-value de malade. C'est Et donc la question que tu te poses, c'est tu fais partie de cette entreprise-là. Alors, il faut savoir que cette entreprise-là, que ce soit Elsevier, Springer, etc., ils ont des employés cambodgiens, indiens, etc., qui font les relectures en anglais pour que ça leur coûte pas cher. Comment toi, en tant que lecteur payé 3, 4 euros de l'heure, tu acceptes de travailler pour cette entreprise, tu as confiance dans ton entreprise? Bah, je veux dire, c'est de ça dont on parle quand on parle de capitalisme. On parle pas des grosses entreprises de la tech où tu vas être payé 10 000 euros le mois, etc. On parle de ça quand on parle de capitalisme. Comment tu acceptes ça? La vérité, c'est que tu peux pas l'accepter. Donc, de base, il y a une relation fausse de confiance dans l'entreprise où tu te dis, non pas, enfin, t'imagines si l'entreprise était purement transparente avec toi, tu te dirais, mais pourquoi je gagne pas le double? Pourquoi je gagne pas 10 fois plus? Sachant que même si je gagnais 10 fois plus, si j'avais un zéro derrière mon salaire, l'entreprise serait toujours bénéficiaire. Et fondamentalement, il est là le problème. Donc le problème, c'est qu'on dit aux gens, contentez-vous des miettes et on va vous donner des trucs en plus. On va vous donner de la confiance, on va vous donner de l'espoir, on va vous donner du sens au travail, on va vous donner tout ça pour que vous vous sentiez bien. Mais par contre, c'est le salaire, ça on vous le donne pas parce que ça, c'est à nous. Et donc, on est obligé de faire des faux semblants, de cacher, de pas être complètement frangeux vis-à-vis de ça parce que si on était vraiment frangeux, le système capitaliste, il tiendrait pas. Non, non, clairement. Mais après, je sais pas si réellement. En vrai, j'ai commencé à penser à toutes ces questions-là depuis qu'on a fait l'épisode ensemble. Puis je suppose les personnes qui écoutent aussi, à qui on est en train de détruire la vie en ce moment aussi. Mais tu sais, tu dis ça, mais en vrai, on n'y pense pas. Tu sais, c'est tellement ancré que ça paraît Non, non, presque mais normal, tu je vois. pense très exactement que les managers ne savent pas ce que ça signifie être manager dans une entreprise capitaliste. Ils disent, bah, c'est sympa être manager, je vais avoir une équipe, on va travailler ensemble dans un projet, on va être dynamique, on va réussir ensemble, on va créer des liens, on va être soudés. Ils comprennent pas que le rôle du manager, c'est d'être un tampon pour une entreprise. T'avais compris ton rôle, toi, Gary? Bah, je peux illustrer parfaitement ce qu'il vient de dire, ce qu'Adrien vient de dire, parce que moi, dans mes notes sur la réponse à la question qu'on a commencé, du coup, il y a quelque temps, de quelles sont les principales caractéristiques d'une relation de confiance, j'avais marqué franchise transparente, franchise et transparence. J'avais marqué assurance d'un soutien. Donc, autant une relation entre collaborateurs que collaborateur-manager.
dans les deux sens. J'avais quand même noté, il faut qu'elle soit anticapitaliste en fait pour qu'elle marche. D'où le fait que en fait on sait pas si elle existe vraiment cette relation finalement avec tout ce qu'on a discuté. Et quand même un côté aussi d'accepter que le travail c'est pas toujours que des choses fun et qu'il faut se partager parfois des choses moins intéressantes aussi. Mais là on retombe en fait finalement, je me rends compte en me relisant que on retombe un petit peu sur qui est prêt à faire des choses un peu moins intéressantes dans l'espoir de pouvoir faire des choses plus intéressantes plus tard. Ouais, un point important aussi hein, sur la notion de l'humain là-dedans aussi, c'est que on l'a vu d'ailleurs avec Amazon, hein, c'est très difficile de travailler pour une machine, ou de travailler pour un processus en lui-même, ou de travailler. Vous savez, sur Amazon, on a la montre là qui nous dit allez à tel endroit, apporter tel truc, machin, etc. Ça marche. Ça broie des gens, mais d'un point de vue capitaliste, ça marche dans des domaines très précis. Quand on est sur des domaines où on a besoin d'échange d'informations, typiquement le domaine de l'IT ou plein d'autres domaines, on a besoin d'échanger des informations, ça marche plus. Et donc on a besoin de l'humain. Donc en fait, il y aura toujours une part anticapitaliste au capitalisme, tant qu'il y aura des êtres humains qui travaillent ensemble. Il y aura toujours quelqu'un pour dire non mais là tu peux faire une pause, non mais là tu peux ne pas travailler, non mais là viens on regarde la nouvelle vidéo YouTube marrante de machin. Il y aura toujours ce moment-là, qui sont des moments importants pour les êtres humains, mais qui sont fondamentalement anticapitalistes. Et le manager, il est là, il permet ça. Mais il y a des métiers dans le capitalisme où il n'y a plus de manager. Et donc, on permet plus ça. Ça, c'est vrai. Il y avait un reportage qui s'appelait comme ça. Ah oui, Mon c'était patron. horrible. Je vais le mettre dans. Et tu peux te plaindre à personne. Ouais. Non, Parce c'est qu'on te vrai, dit, ça. ah, mais t'as décidé d'être un entrepreneur. Ouais. D'ailleurs, toute Ouais. cette hype autour de l'entrepreneuriat qu'on voit beaucoup en ce moment aussi sur LinkedIn, elle est très liée, enfin, c'est complètement lié à cet esprit du capitalisme, mais plus sur un aspect individuel que grosses entreprises. Mais c'est, ah, bah, tu peux faire tout seul, t'es responsable de ton propre succès. Regarde, moi, j'ai lancé mon truc et je fais 100K par mois. Pour revenir un peu à la partie manager, du coup, d'après vous, quelles sont les pratiques managériales spécifiques qui favorisent un climat de confiance dans dans nos organisations là aujourd'hui? Donc déjà, moi, j'étais parti du principe que climat de confiance, pour moi, c'est quand même suspect dès qu'on parle de climat de confiance. C'est qu'il y a un truc derrière. Mais je peux refaire la liste de tout ce qu'on a dit depuis le début du podcast. Donc toutes les pratiques fondées sur l'espoir d'une augmentation de fin d'année, l'espoir de primes, avoir des bilans de compétences qui font croire qu'avec de nouvelles compétences, on pourra accéder à de nouveaux projets, la possibilité de créer des side projects dont on sait très bien globalement qu'ils ne seront pas implémentés, mais on a quand même un petit peu l'espoir qu'ils seront implémentés parce qu'on a beaucoup travaillé sur ces projets. L'espoir de signer de nouveaux contrats aussi. L'entreprise va dire, bon là, vous travaillez sur un contrat pas très passionnant, mais l'année prochaine, on va signer de gros contrats avec telle grosse entreprise, etc. Ça va être excitant et tout. Et puis aussi l'espoir que la vision d'entreprise va se réaliser. Il y a notamment à la fin d'année, souvent il y a des petites conférences où il y a le dirigeant qui fait une petite vidéo ou qui invite tout le monde à un endroit particulier. Et là, il fait une présentation, il booste tout le monde en disant mais on est une équipe formidable, on est une entreprise formidable et on réussit tout ensemble et on est promoteur de succès, etc., etc. Tout ça, ça amène de l'espoir à dire ok l'année prochaine, ça va bien se passer aussi. Ensuite, il y a la rationalisation de la confiance dans ces caractéristiques-là. Et notamment, tout ça, ça va passer par le fait de formater des pratiques, des méthodes de confiance. Je dis méthode parce que on parlait des méthodes agiles aussi juste avant le podcast, mais vraiment, voilà, des méthodes de confiance, comme si ça pouvait exister des méthodes de confiance. On va dire aux managers, ayez un lien direct avec vos employés, faites des feedbacks, faites des moments où il va pouvoir vous faire des retours. Bon, on sait très bien que ce retour ne donnera rien, mais vous pouvez faire des retours. Je parlais des sondages RH. Je parlais du fait qu'il allait y avoir des QCM, bonhomme content, bonhomme pas content. Je parlais aussi des KPI, des RH sur le turnover, la durée moyenne dans l'entreprise. On dit, les gens, ils restent vachement longtemps dans notre entreprise, c'est vraiment que notre entreprise, elle est très bien, etc., etc. Et ensuite, le dernier point, c'est l'individualisation de la confiance. C'est-à-dire que la confiance, ce n'est pas à l'entreprise de la créer. Ok, il y a un climat de confiance, mais le climat de confiance, c'est pas l'entreprise qui l'a créé, c'est l'individu. Si tu n'as pas suffisamment confiance dans les autres, ou si on ne peut pas te faire confiance, c'est parce que tu n'es pas assez productif. C'est parce que tu es désengagé. C'est parce que tu ne fais pas assez preuve d'esprit d'équipe. C'est parce que tu ne crois pas assez au projet. C'est parce que tu n'arrives pas à faire confiance aux autres.
L'entreprise, elle est toujours irréprochable. C'est l'employé qui n'est pas digne de la confiance de l'entreprise. Alors, moi, C'est je le l'avais pas dit. tour, Je rappelle que la question, c'était quand même quelles sont les pratiques managériales spécifiques qui favorisent un climat de confiance. Mais Adrien croit pas au climat de confiance. Mais du coup, on a, alors je répète, ça a dit l'espoir, la rationalisation de la confiance et qu'est-ce que je mettais? l'individualisation. L'individualisation de la confiance aussi. C'est Alors plutôt moi, que j'en de avais dire cinq. c'est moi en tant que manager, c'est pas moi en tant que manager qui dois faire confiance, c'est aux employés de mériter ma confiance. Moi, j'avais plutôt la cohérence entre les discours et les actes. Tu l'as dit, hein, mais t'as mis ça dans l'espoir et que ça marcherait pas, mais bon, voilà. L'honnêteté et l'intégrité du manager, de dire vraiment tenir ses promesses et tout ça, bon, c'est ce qui peut être difficile, comme on avait dit tout à l'heure, hein, justement, le manager peut Il parfois. ne maîtrise pas ses promesses. Exactement. Oui, mais dans l'honnêteté et l'intégrité aussi, c'est peut-être déjà commencer par pas vraiment t'engager sur des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle aussi. Bon, il y a des exceptions où des fois tu penses que tu vas l'avoir et tu l'as pas, mais le métier de manager, c'est aussi être conscient de ce que tu peux et ne peux pas faire. Moi, C'est très personnellement, j'ai difficile décidé de m'engager sur des choses que je sais pas si j'ai le contrôle dessus. C'est très difficile parce que le manager, lui, reçoit aussi des informations contradictoires de la part de ses supérieurs aussi. Moi, combien de fois j'ai eu des supérieurs qui disent ah, je sais que dans votre équipe, vous avez développé tel projet ou ou vous avez mis en place tel mode de fonctionnement, machin, on va vous implémenter cela. Et donc, le manager qui dit à ses employés, très bientôt, vous allez l'implémenter. Et finalement, bah, t'en entends plus jamais parler et t'as l'impression que ton manager t'a trompé, alors que lui-même il a trompé sa confiance de semaine plus un, qui probablement donc c'est très compliqué ça en réalité. La plupart du temps, même quand le manager est honnête et intègre, il se trompe parce qu'on lui a donné une mauvaise information à lui aussi, parce qu'en fait il ne décide rien, c'est tout le problème. Ouais, et là-dessus, je me permettrais d'ajouter du coup honnêteté, intégrité et en fait prudence finalement, parce que, enfin ça je l'avais pas noté, mais avec ce que tu me dis là, effectivement, c'est un truc que je me rends compte que c'est quelque chose qu'on doit faire aussi. C'est effectivement des fois on n'est pas sûr, des fois on pense qu'on va pouvoir, mais en fait on peut pas parce qu'effectivement les informations changent, on pivote vite, les N plus 1, 2, 3, 4, dépendamment des étages, changent aussi d'avis le temps que l'information aille, revienne, etc. Donc la notion de prudence, en fait, je trouve, permet justement d'éviter cette déception potentielle ou ce sentiment de trahison sur certains éléments que tu pourrais promettre. De manière générale, je disais, j'essaie de pas promettre des choses sur lesquelles j'ai pas le contrôle, mais j'essaie de pas trop promettre de choses. J'essaie de faire une gestion des attentes qui soit raisonnable en disant on devrait pouvoir, avec un bon niveau de certitude, viser telle et telle chose dans tel et tel délai. Mais de manière générale, en fait, c'est vrai que les promesses, faut faire attention, je pense, quand tu es manager, parce que t'as effectivement, en fait, t'as jamais le contrôle sur tout. De toute façon, c'est pas ton entreprise. Encore une fois, c'est plus facile. Je vais dire que tu es un peu privilégié, mais c'est plus facile quand tu es dans une situation privilégiée comme la tienne ou comme la mienne, parce que t'es pas dans une situation où de tes espoirs va naître d'autres choses. C'est-à-dire que quand tu es au SMIC, si on te dit ben tu vas avoir une prime en fin d'année, ça peut tout changer pour toi. C'est soit tu peux payer tes factures d'électricité, soit tu peux pas quoi. Oui. Donc là, tu es obligé un petit peu de vendre de l'espoir à ce moment-là. Et si tu as pas l'espoir, tu es obligé après de dire ah bah ça vient pas de moi, ça vient de plus haut. Non, mais c'est encore pire. Tu vois, dans notre cas, nous, bah c'est encore pire, c'est ce qui se passe tout le temps. Ouais. Donc nous, on est quand même dans Pour un le- métier très particulier, mais je te rejoins totalement que pour nos métiers à nous, on devrait être en capacité d'avoir des managers qui sont plus prudents et même d'avoir une gestion de l'information qui soit plus efficace au travail pour ne pas promettre des choses trop en amont. Ça, c'est assez évident. Ouais. Mais surtout que, effectivement, enfin, les promesses qu'on peut avoir de bonus ou de choses comme ça, euh, vont pas avoir le même impact sur l'individu si on les obtient pas. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, nous dans notre domaine, la dynamique est un peu inverse dans le sens qu'il y a 80 offres d'emploi par développeur ou quelque chose comme ça, ce qui fait qu'il faut faire attention aussi avec la déception qu'on crée parce que c'est très facile pour un développeur qui t'a coûté très cher à former, intégrer dans l'équipe, dans tes processus, dans ton entreprise, etc. S'il est trop déçu, il veut dire bah, je vais chez le voisin aussi. Ce qui est aussi quelque chose qu'il faut gérer en tant que manager finalement dans ces entreprises. Donc l'impact, s'il est sur l'entreprise, plus sur l'individu, mais ça a aussi un impact finalement sur l'équipe aussi, sur plein de choses. Et ce qui n'est pas le cas quand tu habites en zone rurale et que les seuls
profession du coin, c'est au centre commercial du coin et que tu peux être globalement caissier, manutentionnaire, etc. Et que si t'es mal vu de ce centre commercial, tu trouveras jamais d'emploi sauf si tu déménages et que du coup tu perds ton logement et que du coup, etc., etc. Ouais. Des questions totalement différentes, ouais. Complètement. On en a encore 3 autres par rapport à ça justement. Il y avait aussi la délégation du contrôle. Donc le fait de pouvoir partager le pouvoir de décision, ça revient à l'autonomie. Je sais, tu vas me dire ça veut rien dire, c'est ça? Alors, tu peux avoir du contrôle sur ta tâche. Ça, c'est vrai. Oui. Je pense que effectivement, ce que fait le manager, c'est de mettre, c'est ce que disait Greg au tout début, hein, elle est plus ou moins loin dans la liberté qu'on donne dans la liberté de la tâche. Chaque personne va pouvoir gérer plus ou moins librement les tâches qui lui sont disposées. Le pouvoir de décision, surtout en entreprise, t'en as pas. Je veux dire, si à un moment donné, t'es pas satisfait de tes toilettes, qu'est-ce que tu fais? Oui, alors non, là, on parle vraiment, en fait, mais même dans les risques psychosociaux, quand on parle d'autonomie, donner plus d'autonomie, c'est d'autonomie par rapport à la tâche, à ce que tu peux faire par rapport à ce que tu fais là, pas sur l'entreprise globale. C'est vrai, mais parce que déjà, Oui, mais ça, dans ce cas-là, la base de ça, il y en a dans beaucoup d'entreprises, tu l'as même pas, tu vois. Mais ça revient à faire confiance en les compétences, les capacités de tes employés. Et ça, je trouve qu'on tombe encore sur le spectre de est-ce que c'est des gens qui ont besoin d'une formation compliquée ou pas du tout, est-ce qu'ils sont interchangeables? Parce que typiquement, dans mon domaine, notre patron ne va pas nous dire comment faire notre boulot. Il va nous dire j'ai besoin de ça et il va nous faire confiance. Parce que partiellement, il a choisi les gens qui sont dans l'équipe et aussi parce que partiellement, il a pas tellement le choix, il va pas tout faire tout seul. Il doit faire confiance dans nos compétences et nos capacités à faire les bons choix pour atteindre l'objectif, la fonctionnalité, la chose qu'il nous a demandé, le produit qu'il nous demande. Il y a un point très important. On parle d'autres domaines. Ouais, il y a un point très important aussi dans ce que tu dis, c'est d'où vient le manager. Il y a des managers qui ont fait des écoles de management. Il y a des managers qui ont été, qui ont travaillé dans ce métier-là, peu importe le métier que c'est, puis sont devenus managers et ne sont que managers. Et il y a des managers qui ont commencé dans ce métier-là, sont devenus managers, mais continuent de travailler sur ce métier-là. Par exemple, dans le dev, il y a des managers dev. Mais en fait, ils sont quand même dev, mais ils managent aussi. Il y a d'autres domaines dans lesquels on retrouve pas du tout ce genre de choses-là, où le manager est vraiment un poste distinct du poste de celui qui travaille. Donc forcément, quand tu es dev et que tu es manager, tu laisses les autres gérer leurs tâches parce que toi-même, tu dois gérer tes propres tâches, par exemple. Tu vois? Et puis on a aussi, dans mon contexte qui est exactement celui-là, j'étais développeur et je suis passé ensuite sur le management d'équipe de dev. Il y a l'aspect de je comprends très bien ce qui doit être fait et comment ça doit être fait, donc j'ai pas besoin nécessairement de faire plus attention ou de passer beaucoup d'efforts à comprendre ce qui se passe. Je le sais déjà puisque c'était mon métier précédemment aussi, ce qui aide beaucoup et je pense qui parfois, je pense, mon point de vue, c'est plutôt une bonne chose en général, que d'avoir un manager qui est formé en management et qui ne sait pas ce qui doit être fait, parce que là, il va souvent avoir des attentes qui sont potentiellement irréalistes aussi, mettre de la pression sur certaines choses de la mauvaise manière, etc. Oui, on peut aussi se poser la question de à quoi sert une école de management. Ça, c'est vrai. J'ai un point un petit peu là-dessus sur une des questions plus tard justement. Je suis pas convaincu de moi ce que j'ai vu sur les ressources de management. J'ai pas fait d'école de management, donc je vais être léger dans ma critique. Voilà, on termine celle-là, on passe aux prochaines questions, puis on y revient tout à l'heure. Juste 2 points. Un sur lequel on va pas revenir, c'est on parlait de la communication, ça faisait partie d'une des 2 autres choses par rapport à la confiance. Et le 5e, qui est par rapport au le soutien que ton manager peut t'apporter. Le soutien, on a un peu parlé il peut t'apporter du soutien, mais seulement si toi aussi, en tant que collaborateur, tu peux aussi partager avec lui comment tu te sens, etc. Mais pour pouvoir partager et qu'il t'apporte ce soutien, il faut qu'il y ait ceux qui mettent confiance. Désolée, je sais que c'est beaucoup de termes que t'aimes moins, mais c'est ça aussi. Et c'est là-dedans aussi qu'on a mis. Et tout ça pour permettre de créer cette confiance-là. Donc, on a quand même des points qui sont complètement à l'opposé, mais maintenant, ça me ramène à, OK, tout ça, tout ce qu'on voit et tout ce, tu sais, c'est les termes d'entreprise qu'on ramène et qu'on rabâche. Et pourquoi? Pour ramener à ce que toi tu disais, Adrien, à l'espoir. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après cet espoir, on rationalise la confiance et on fait aussi l'individualisation de la confiance au final avec tout ça. Ça me rend un peu triste en vrai. Et tout ce dont tu as parlé concerne une individualisation aussi. Hein. C'est comment le manager crée de la confiance envers le collaborateur.
effectivement. Effectivement. Et maintenant, du coup, comment ces pratiques managériales-là, qui sont, elles, basées sur la confiance, elles peuvent parfois se retourner contre les employés? Ouais, alors moi, du coup, je pense avoir répondu à cette question, hein. C'est l'individualisation de la confiance qui se retourne contre les employés. C'est vraiment cette idée de s'il n'y a pas de confiance dans l'entreprise, si on n'a pas instauré un climat de confiance, c'est à cause des employés qui sont désengagés, c'est à cause des employés qui ne croient pas suffisamment au projet, qui ne croient pas suffisamment à la vision de l'entreprise, etc., etc. Donc ça, c'est pour moi une manière de voir la confiance de manière très négative pour les employés, de responsabiliser fortement les employés. On dit toujours que les employés doivent être responsabilisés. En fait, on voit bien qu'ils sont souvent responsabilisés pour se dédouaner, nous, en tant qu'entreprise, des échecs de l'entreprise d'avoir créé du bien-être au sein de notre entreprise. Attends, c'est pour se dédouaner d'avoir créé du bien-être? De ne pas De avoir pas réussi à avoir créer du bien-être. de pas avoir créé, oui, Ouais. de pas avoir réussi à créer du bien-être. Tu quelque chose à dire? Oui, moi j'avais 2 points principaux sur cet aspect-là. Le 1er fait un lien un petit peu avec la notion du quiet quitting et de la compétition dont on parlait tout à l'heure. C'est que en fait, si tu donnes toute cette flexibilité à toute ton équipe, mais que tu veux aussi t'assurer de cette notion de justice organisationnelle dont toi tu parlais tout à l'heure, en fait, t'as un réel problème que donc pour reprendre un peu le quiet quitting dans la définition que vous en aviez faite d'un des épisodes précédents, qui est de dire je fais ce qu'on m'a demandé, je le fais comme il faut et ça devrait être suffisant. Et dans une équipe, à partir du moment où tu as une personne qui décide d'en faire plus, toutes les personnes qui font ce qu'il faut et que c'est suffisant vont être moins bien vues puisque quelqu'un d'autre fait beaucoup mieux. Et donc à ce moment-là, comment tu mets en place cette justice organisationnelle de dire en fait, les gens qui font ce qu'on leur a demandé, pourquoi est-ce qu'on les récompenserait pas puisqu'ils ont fait ce qu'ils vous ont demandé? Et la réponse, c'est parce que quelqu'un fait beaucoup plus. Donc il faudrait que tout le monde fasse beaucoup plus aussi. Donc ça crée une espèce d'escalade de la performance potentiellement dans les équipes à partir du moment où quelqu'un va se mettre dans cette situation-là. Et évidemment, le contexte capitaliste, le contexte d'entreprise va pousser les gens. Je pense pas qu'il y ait d'équipe où il y ait personne qui en fasse un peu plus, puisque tout le monde a intérêt à le faire. Et que la seule situation où effectivement ça marche, c'est si tout le monde se met d'accord de ne pas en faire plus, et auquel cas, tu as une base de comparaison solide. Et ce que j'avais noté aussi, c'est ce que je note comme étant de la fausse flexibilité. Et je pense que vous avez brièvement abordé ça aussi dans un des épisodes juste avant, mais parfois on dit aux employés nous, pas d'horaire flexible, vous travaillez si vous voulez, quand vous voulez, du moment que le travail est fait. Et derrière, tu mets des attentes délirantes. Donc, OK, virtuellement, tu as cette flexibilité, cette autonomie, mais derrière, tes objectifs sont pas tenables, même dans des semaines de travail de 40 heures normales. Donc tu te retrouves à devoir travailler plus le week-end, le soir, et ta flexibilité disparaît en fait dans ce flou de tant que c'est fait, ton patron est content. Donc ça, c'est un élément que je trouve c'est très facile de tomber là-dedans, surtout si tu le recoupes avec le point d'avant des gens qui veulent toujours en faire plus. Pourquoi je te dis tant que le travail est fait, c'est bon, et que quelqu'un à côté, il en fait 2 fois plus que toi? Du coup, tu travailles mal. Non, l'autre a plus de pression ou plus de raisons de travailler beaucoup plus parce que peut-être que cette autre personne-là a pas d'enfant ou pas d'autres choses à faire en dehors du travail, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, des écueils dans lesquels on peut tomber très facilement et que les managers ne voient pas forcément tout le temps. Ça peut arriver de manière involontaire aussi dans une équipe de la part du manager qui se rendrait pas compte que ce genre de situation peut arriver. Donc c'est un peu dangereux. Et j'avais noté aussi similaire, mais quand tu globalises tes objectifs à l'équipe, si quelqu'un travaille beaucoup moins, tu vas sûrement avoir d'autres gens qui vont compenser pour cette personne-là pour atteindre les objectifs, et à la fin, toute l'équipe est récompensée de la même manière. Donc encore une fois, ça va toucher un peu la notion de justice organisationnelle, c'est vite inéquitable par rapport à l'investissement et le retour pour les gens. Et une part stable et une part flexible, quoi. Tu vas donner une prime à tout le monde, mais à certains une prime un peu plus élevée que d'autres. Bon, c'est la manière qu'ils ont de faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Mais c'est assez évident que dans une équipe, il y aura toujours des gens qui en feront un peu plus que nécessaire, et des gens qui en feront moins, et des gens qui seront, la plupart des gens sont à peu près moyens, quoi. Ouais.
Et le problème après, c'est que tu peux aussi dans ces situations-là, si t'es pas conscient en tant que manager ou patron de ça, tu peux vite te retrouver dans des environnements qui sont toxiques aussi. Trop de compétition dans une équipe, c'est pas forcément très sain, ça amène pas forcément les bonnes choses que tu voudrais mettre en place. Et du coup, d'après toi, quel rôle jouent les managers dans cette construction-là, dans ce maintien de la confiance au sein des équipes? Quand je dis toi, je dis vous. Quel rôle jouent les managers? Bah, pour moi, ils sont nécessaires en fait parce que t'es central dans cette position-là parce que c'est toi qui es supposé être capable de voir directement qu'est-ce qui se passe. C'est toi qui es supposé être capable d'évaluer finalement je vais reprendre le terme climat au sein de ton équipe, de voir effectivement si tes employés ils sont dans une situation qui est toxique. Parce que finalement, une situation toxique, c'est pas capitaliste puisque les gens vont être un peu moins productifs aussi sur du moyen long terme. Adrien, tu diras que le capitalisme c'est que du court terme probablement, donc à voir. La seule Euh, question qui importe, c'est est-ce qu'on réussit le projet ou non? Il y a des entreprises, typiquement les call centers, on en parlait, où le management, s'il veut être vraiment capitaliste, ne peut être que toxique. C'est-à-dire, il faut que pousser les gens à répondre le plus rapidement possible. Il y a des endroits, typiquement l'IT, hein, où on a vu les beaux immeubles chez Google, Microsoft, etc., où il faut que les gens se sentent bien. Tout dépend en fait. L'objectif, c'est de réussir le projet. Comment? Bah, parfois, il faut de la toxicité, parfois, il faut pas de toxicité. Parfois, il faut beaucoup de turnover, parfois, il faut très peu de turnover, parfois. Ça dépend du projet. Mais attends, je fais une pause. Enfin, je sais que tu l'avais dit je crois, le podcast d'avant. Oui, c'était le podcast avant sur celui du sens du travail, mais t'imagines que là, on est en train de dire qu'il nous faut des entreprises qui soient toxiques. Enfin, je veux dire, Euh, oui, Bah, il y a, non, il mais y a- je il y a sais, des- c'est ça, mais là, nature, pas c'est qu'il en faut. oui, mais c'est oui, ça l'est par nature pour que ça fonctionne. C'est encore pire, en fait. c'est- Faut que ça dans fonctionne certains mieux. cas, le capitalisme, pour fructifier, a besoin d'une forme de toxicité, oui. C'est pour ça que ça arrive. Et c'est pour ça aussi qu'on met des garde-fous. C'est pour ça qu'il y a de la qualité de vie au travail, qu'il y a, etc. Et sinon, pour en revenir sur la question, aussi, moi j'avais noté aussi que le manager est central dans tout ça parce que c'est aussi lui qui va s'assurer de ce que j'ai appelé la transitivité de la confiance. De la manière où je le vois dans un système où il y a plusieurs couches de hiérarchie, c'est qu'effectivement, et je pense Adrien, tu l'avais dit tout à l'heure, un collaborateur ne peut pas faire confiance à l'entreprise en tant que telle sur plein d'aspects, mais il peut pas non plus faire confiance à son N+8 parce qu'il l'a probablement jamais vu. Il est Ouais. peut-être même dans un autre pays, sur un autre continent. Par contre, sachant que, mettons, quand c'est bien fait, si c'est bien pensé, tes niveaux de hiérarchie vont représenter des niveaux d'abstraction sur lesquels les gens agissent en fonction de leur niveau de hiérarchie. Typiquement, le niveau bas de la hiérarchie, c'est les gens qui vont produire des choses, et plus tu montes dans la hiérarchie, plus les gens vont avoir une notion abstraite de ce qu'ils font. Il y a plein d'entreprises qui disent, vous n'êtes pas un numéro chez nous. Si l'entreprise est grosse, il y a forcément pour une personne dans ces strates-là pour qui tu seras un numéro, parce que c'est absolument pas gérable de connaître 1000 personnes. Si une Et entreprise dit ça, c'est que déjà, tu es un numéro. Je veux dire, si elle a besoin de ça. oui. Définitivement. Et je veux dire, faut pas se voiler la face. Je pense que pour les RH dans l'entreprise où moi je travaille, je suis aussi un numéro, puisque je veux dire, je leur ai jamais parlé. Il y en a beaucoup. Et je suis pas mal à l'aise avec cette notion-là. Eux vont gérer un groupe de personnes et vont prendre des décisions par rapport à un groupe. Et justement, la transitivité de la confiance va se faire comme ça. Moi, mes managers m'ont choisi pour rejoindre l'équipe parce que probablement ils considéraient que j'avais les qualités requises pour faire partie de cette équipe. Leurs managers les ont choisis eux parce qu'ils pensaient aussi qu'ils avaient les compétences requises. Encore une fois, je parle de l'IT qui est un milieu aussi particulier, hein, encore une fois. Mais ça fait que si moi je fais confiance à mon manager, que mon manager me fait confiance, par transitivité, normalement mon manager fait confiance à son manager aussi pour son niveau de responsabilité. Donc je pense que y a vraiment cette notion de chaîne de confiance quand c'est bien fait et que ça fonctionne, qui fait que je peux me sentir dans un climat de sécurité malgré le fait que je ne fasse pas confiance à mon peut-être N+2 ou N+3. Et que la confiance pour moi qui suis, mettons, collaborateur au niveau de la production,
n'est pas nécessaire au bon fonctionnement ou à ma qualité de vie, qualité de travail, comment je me sens au travail, elle n'est pas nécessaire pour moi d'avoir cette confiance à plus haut niveau que N+1 et peut-être aussi N+2 si on est en contact avec eux. Moi, c'est cet aspect-là, et c'est là que je vois que les managers sont centraux. En fait, ils font ce lien ici. C'est un peu idéaliste. Bien. Tu parles de transitivité. Moi, ce que j'utilisais comme terme, c'est zone tampon finalement, mais ça revient un petit peu à cette même idée-là. Mais par contre, j'ai pas du tout la même lecture par rapport à la confiance vis-à-vis du N+1, du coup du N+2, etc. Pour moi, justement, l'objectif du manager, c'est de permettre cette perte d'information et de faire en sorte que l'individu n'est jamais frustré. Si j'ai confiance à mon N+1, je sais qu'il va remonter à son N+2. Et c'est finalement pas grave si ça remonte pas au dirigeant de l'entreprise, parce qu'au moins, lui, il m'aurait écouté. Donc, quelque part, ça permet aux dirigeants de ne pas avoir ces retours-là qui seraient peut-être négatifs, néfastes, mauvais pour l'entreprise, parce que il y a toutes ces strates du dessous. Un des points aussi, ouais. Ouais, oui et non, parce que typiquement, justement, quand je parle de niveau de responsabilité, c'est si tu es au milieu et que tu reçois plusieurs de tes des personnes qui sont en dessous de toi dans la hiérarchie qui renvoient un signal similaire, ça veut dire que si ça revient jusqu'à toi, c'est qu'on arrive à un endroit où il y a quelque chose qui nécessite ton attention, et soit c'est dans ton champ d'action, soit il faut également que tu le remontes pour que ça arrive au champ d'action. Mais du coup, tu as tellement de strates que il faut tellement une probabilité forte, il faut tellement que ce soit un truc hyper important pour que ça remonte tout en haut, que ce sera une grève nationale, soit ça n'existera pas. Dans la plupart des cas, ça n'existe pas. Ça remonte au N+2, parfois au N+3, mais c'est tout. Ou ça peut être géré par les N+2, N+3, dépendamment de leur champ d'action et quel est le problème. Je m'attends à ce que plus le problème soit petit, plus il soit localisé, plus il soit résolvable par seulement le N+1 ou N+2. Ça, je suis d'accord avec ça. Ouais. Ça signifie quand même qu'il n'y a plus ce lien de prise de décision d'entreprise et que finalement, la prise de décision ne peut se faire que dans un champ d'action restreint. Et donc, il n'est plus capable aujourd'hui, et c'est tout le sujet qui nous anime, c'est qu'on parle d'un système capitaliste. Il n'est pas possible dans une entreprise, dans ce troisième esprit du capitalisme, de modifier la structure d'une entreprise. On ne peut modifier qu'un sous-ensemble dans lequel il y a un champ d'action qui est possible. C'est ça qui, pour moi, est vraiment fondamental dans la différence entre le premier esprit du capitalisme et le deuxième avec le troisième. Il y a un autre point qui me paraît hyper important dans le rôle que jouent les managers dans la construction de la confiance. Donc, je disais zone tampon. Je disais que c'était à lui aussi de dire aux employés, vous devez mériter ma confiance. Mais il y a aussi la question de qu'est-ce qui se passe quand on réussit pas le projet. Quand on réussit pas le projet, alors le manager, de temps en temps, si c'est quelqu'un de mal intentionné, va dire c'est à cause de mes collaborateurs, ils vont pas bien bosser. Mais in fine, c'est quand même lui le responsable. Parce que le manager est responsable de son équipe. Et donc, ce n'est pas l'entreprise qui n'a pas réussi à donner toutes les ressources nécessaires au manager pour que son équipe réussisse le projet. C'est le manager qui est responsable de l'échec du projet. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va faire des formations. Il va faire du coaching. Il va améliorer ses compétences. Il va, etc., etc. Parce que c'est lui qui va être responsable. Donc, il a, encore une fois, cette idée de zone tampon. Il y a à la fois cette idée de zone tampon en termes d'information, et il y a aussi cette zone tampon en termes de réussite ou d'échec du projet. La réussite du projet, on peut lui attribuer, mais en même temps, c'est pas lui qui recevra le capital associé à la réussite du projet. Mais l'échec du projet, on va aussi lui associer et on va faire en sorte qu'il augmente ses chances de réussir les prochains projets grâce aux formations et au coaching. Donc oui, tu mentionnes justement aller vers la formation, vers le coaching. La formation, comme on en avait discuté très brièvement avant, je trouve que c'est quelque chose qui potentiellement c'est cool et bénéfique pour les deux parties parce que la personne peut développer ses compétences et l'entreprise peut profiter des compétences qui sont développées. En revanche, sur l'aspect coaching, je suis un peu plus critique, notamment sur l'aspect, ça devient très populaire, de plus en plus populaire, et moi je m'étais penché un peu sur ce sujet-là. Et le coaching, un des éléments de base du coaching, c'est que il considère que il n'est pas nécessaire de connaître le domaine dans lequel on coach les gens pour les aider. Et ça vient du livre, un des livres fondateurs de tout ce qui est sur les formations de coaching maintenant, qui est Coaching for Performance. C'est John Whitmore
si je ne me trompe pas, parce que je retrouve plus ma note, en tout cas. Euh, et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui amène quand même pas mal de choses délétères, puisque on se retrouve avec des gens qui vont amener des conseils, des suggestions, alors qu'ils connaissent pas du tout ni le domaine ni les impacts, qui parfois sont même contradictoires avec les bonnes pratiques que toi tu essaies d'amener, Camille, en général au sein des entreprises. Et ça m'amène en fait sur la question je vais retourner ta question, Camille, où tu me demandes quel rôle jouent les managers dans la construction de la confiance. Et moi, j'ai envie de te demander quel rôle on essaye de faire jouer aux managers, parce que je vois justement au travers partiellement du mouvement du coaching, mais d'autres éléments, on voit beaucoup cette notion de leadership qui apparaît autour des managers, où on dit un mauvais manager manage, un bon manager est un leader. Et on voit cette notion de leadership vraiment qui à mon sens, est toujours très floue d'ailleurs. Euh, qui émerge vraiment au sein des organisations et de ce que les gens demandent. Et on voit d'ailleurs même que c'est plus contraint aux managers, mais maintenant tout le monde devrait être un leader dans son entreprise, ce qui, par définition, me paraît surprenant, puisque qu'est-ce qu'on fait avec que des leaders? Le leader, c'est celui qui mène le projet à bien. C'est lead, il mène le projet à bien. Le manager, il tient les rênes de son équipe. Donc, quand tu parles d'un leader, tu peux être leader de plusieurs équipes ou tu peux être leader d'une partie d'une équipe. Quand tu tiens les rênes d'une seule équipe. On disait un manager, nager, tenir les rênes. Donc, le manager, il est fondamentalement lié à l'idée d'équipe. Ou en tout cas à l'idée de tenir les rênes de plusieurs personnes. Alors que le leader, tu peux dans l'absolu, tu peux leader un projet où tu es tout seul. Ok, je vais retirer cette phrase du podcast, mais c'est juste parce que ce moment me fait rire de suspense. Parce que Adrien, t'es la seule personne qui arrive à faire taire Grégoire. Chaque fois. C'est sûr que je suis en train de rire en dehors. Je suis en train parce que c'est pas la première fois qu'on évoque ce sujet qui tient vraiment à Greg de leader et manager et il en parle beaucoup. Et à chaque fois, il a toujours comme plein d'arguments, mais t'es vraiment la seule personne. Et je veux pas non plus lancer un débat parce qu'on peut en parler super longtemps, mais oui, mais la notion de leadership, je te dirais, oui, on peut leader un projet tout seul, mais est-ce que c'est vraiment du leadership de la manière dont il est défini, de la manière dont on le présente dans les entreprises, en fait, c'est ça, c'est cet aspect-là. Il y a vraiment une notion de emmener des gens, motiver des gens. C'est vraiment pour moi, de la manière dont c'est présenté, c'est le manager. On l'imagine trop de manière. En fait, le terme manager maintenant est mal vu, et j'ai l'impression qu'ils veulent faire une transition de nom du manager vers le leader, parce que le leader, ça sonne un peu mieux, ça sonne inspirant, c'est engageant, que manager, maintenant, ça fait peur. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que je le lis un petit peu au coaching de tout cet aspect de responsabiliser les gens, de dire aux managers, non, 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 faut pas que vous soyez vu comme un manager, faut que vous soyez vu comme un leader charismatique, inspirant. Et ça fait même sortir finalement le manager de ce qu'il doit faire. Ouais, on le voyait. En fait, tout ça, c'est des effets de mode, parce que quand le terme cadre a disparu pour être remplacé par le terme manager et ingénieur, qui sont deux métiers qui, par la suite, sont devenus parfaitement indépendants, le manager, c'est celui qui s'occupait des êtres humains. Mais il vient du cadre, celui qui cadre une équipe. Donc, il y a toujours eu cet aspect tenir les rênes, vraiment cet aspect bâton, carotte bâton, mais surtout bâton. Et en fait, plus on est arrivé dans l'idée d'individualisation du parcours de vie de la personne, une personne est responsable de ses projets, plus il y a cet aspect humain qui a été mis en avant par le capitalisme, qui dit finalement le manager, il est plus là pour gérer une équipe avec la carotte et le bâton, parce que la personne doit se gérer elle-même finalement, elle doit être responsable elle-même. Donc, qu'est-ce qui nous reste à nous à faire en tant que responsable d'une équipe? Si on n'a plus à faire ça, c'est d'inspirer la personne pour qu'elle réussisse au mieux le projet le plus rapidement et qu'elle soit plus productive. Il n'y a plus besoin de cette carotte et ce bâton, parce que cette carotte et ce bâton, elle l'a elle-même grâce à son parcours de vie. Elle sait très bien que si elle réussit pas le projet, elle obtiendra pas une meilleure place dans la vie par la suite, une meilleure carrière. Donc effectivement, là où je te rejoins complètement, c'est qu'effectivement, cette notion de manager, en tant que celui qui tient les rênes d'une équipe, n'a plus de sens quand tu n'as plus d'équipe qui va être définie pendant longtemps. Tu n'as plus besoin d'avoir cette équipe, parce que cette équipe va être remplacée très rapidement et les gens vont, au bout de 2-3 ans, quitter l'entreprise, etc. Et donc, ce que tu vas avoir besoin, c'est sur un temps très court, inspirer des gens
pour les amener à penser de la même façon, vivre de la même façon, réfléchir de la même façon, etc., etc. Et c'est là où effectivement on a cette transformation d'un métier managérial qui reste un métier de cadre, dans lequel on va avoir des KPI, vers un métier de leadership, dans lequel tout va être un peu plus flou, mais tout va être plus humain. Et en même temps, on essaye, c'est tout le principe du capitalisme, c'est de rationaliser tout ce qui est possible et va rationaliser le leadership. Bon courage, mais c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, ça c'est évident. Mais dans le fond, ça marche aussi avec ce que tu disais avant, ça aide à rendre les gens plus remplaçables, puisque ça permet aussi, avec la manière dont tu viens de le décrire, ça permet aussi d'avoir un changement d'équipe plus facile, de dire temporairement, tu as une personne qui t'inspire, après on mélange tout n'importe comment, puis tu trouveras une autre personne qui t'inspirera, puis si on n'en trouve pas, ça veut dire qu'en fait ça aurait dû être toi, et donc tu rends fluide beaucoup plus ces changements, ces réorganisations. Et tu responsabilises les gens. Ce n'est plus au projet d'être inspirant, ce n'est pas au projet d'être suffisamment intéressant pour les gens, c'est aux gens d'être suffisamment intéressés dans le projet. Ouais. Parce qu'on sait que de toute façon, il n'y aura pas d'accès aux projets les plus intéressants, parce qu'ils sont déjà trustés par des gens qui ont les réseaux sociaux, etc. Donc c'est à toi de trouver de l'intérêt dans tes projets. Et c'est comme ça qu'on arrive justement au fait d'avoir une confiance qui est à la fois facteur d'innovation et de motivation. Ça, c'est bien, ça me fait une belle transition. Mais ça c'est aussi à la fois un outil de manipulation et de contrôle. Et là, on est vraiment pile poil là-dedans. Oui, alors bon, moi j'avais un seul point à dire là-dessus, comme facteur d'innovation et de motivation. Je pense pas que ce soit la confiance en elle-même qui est un facteur d'innovation et de motivation. Je pense que c'est la liberté. C'est-à-dire, si je fais confiance à quelqu'un, alors je lui donne la liberté d'être innovant et je lui donne la liberté de trouver des raisons de se motiver par lui-même. Et c'est là, effectivement, où il y a ce lien avec la confiance. Mais pour moi, tout ça, ça rentre en fait dans la liberté. Et ce qu'on disait juste avant, on a des libertés par rapport à nos tâches, mais on n'a pas de liberté vis-à-vis des décisions ou du système mis en place dans le système capitaliste. Donc, on ne peut avoir de l'innovation et de la motivation que dans les tâches qu'on effectue. Ouais, mais cette liberté, tu peux l'avoir seulement s'il y a de la confiance. Si t'as pas cette confiance, tu peux pas avoir cette liberté. De la part du manager, mais pas de la part de l'entreprise. L'entreprise, elle, tout ce qu'elle veut, c'est que ton équipe réussisse son projet. Ouais. Libre au manager de faire en sorte que tu réussisses de la manière que tu le souhaites. Oui, en te donnant la liberté ou pas, enfin, suivant le contexte Voilà, dans lequel te tu donnant plus ou moins Ouais. de liberté. Je trouve que Greg, il avait pas mal discuté de ça, notamment sur Google. Mhm. Oui, tu donnes de la liberté, mais en fait, la liberté, elle est pas à ton bénéfice personnel, mais c'est une liberté qui reste au bénéfice de l'entreprise. Et l'exemple de Google, c'est dépendamment des contrats et des postes, tu avais droit à X% de ta semaine à dédier à ce que tu as envie. Mhm. Pas à ce qu'on te demande de faire, mais c'est toi qui fais ce que tu as envie. À deux conditions. Il faut que si quelqu'un te demande, tu sois capable de démontrer que ce projet sur lequel tu travailles peut bénéficier à l'entreprise, évidemment. Et la deuxième, c'est que tu conçois de céder 100% de la propriété intellectuelle de ce projet-là. Donc, si tu es chez Google et que tu crées le nouveau truc révolutionnaire, ben, ça ne t'appartient pas, tu n'en touches pas les fruits. Au mieux, tu vas peut-être te retrouver directeur de l'équipe qui s'occupe de ça pendant un moment, jusqu'à ce qu'éventuellement tu te fasses remplacer par du coup quelqu'un qui est peut-être plus efficace en direction que toi, puisqu'a priori tu es ingénieur ou développeur. Mais c'est vraiment une fausse liberté dans le sens que oh, c'est cool, tu peux faire plein de Mhm. trucs, mais en fait c'est pour nous, c'est pour l'entreprise les bénéfices. Et c'est un peu aussi comme le truc qui dit que tu peux amener ton linge sale le matin, bah ça fait que tu restes plus longtemps au bureau, Oui. tu travailles plus quoi. Donc les gens font tes tâches ménagères, comme ça t'as pas besoin de rentrer tôt au travail, de rentrer tôt chez toi, ton linge est propre, tu peux rester 2 heures de plus. Puis c'est là où aussi on arrive dans cette partie de confiance avec justement cette partie de manipulation et de contrôle aussi, là, dans tout ce que tu es en train d'expliquer maintenant. Oui, mais Euh, la manipulation et le contrôle arrivent lorsqu'on arrive à faire croire à l'employé qu'il peut faire confiance à l'entreprise, alors que l'entreprise n'a qu'un seul objectif, c'est de maximiser son capital. De toute façon, il est là l'enjeu. Alors après, il y a aussi le contraire, qui, à mon sens, est globalement beaucoup moins problématique, mais on peut en parler quand même, qui est des mauvais comportements au travail, hein. Par exemple, tu vas voler des stylos Bic, et puis tu vas voler des feuilles en papier, et puis tu vas prendre des pauses plus longues, et puis tu vas, etc., etc. Ce qui coûte de l'argent à l'entreprise, parce que t'es pas productif, alors qu'elle te fait confiance pour être productif.
Donc, on a évidemment une sorte de mismatch à ce niveau-là et de forme de manipulation. On parlait d'ailleurs du fait de mettre les vidéos YouTube pour faire croire que tu es sur ton ordinateur, etc. C'est aussi une forme de manipulation et de contrôle. À ce moment-là, on contrôle le logiciel qui est censé nous contrôler, quoi. Ouais. Donc, et puis, on est innovant d'ailleurs pour faire ça parce qu'il fallait quand même la trouver, l'idée. Mais voilà, il y a toujours cette tension dont on parlait au début, cette tension entre l'entreprise et l'individu. L'individu qui veut à la fois maximiser son oisiveté et ses temps pour lui, et à la fois maximiser le temps qu'il a au travail pour pas qu'il soit trop productif et qu'il s'épuise au travail, et l'entreprise qui veut absolument que l'individu soit 100% de son temps dédié à la productivité et qui se dise je vous fais confiance pour que vous fassiez un peu plus comme moi, mais moi je fais confiance pour que vous fassiez un peu plus comme moi. Et voilà, il y a une tension. Avec tout ce qu'on a dit là, on peut voir que du coup, les managers, ils naviguent vraiment dans des eaux troubles pour créer des environnements, d'environnement de travail qui soient vraiment à peu près justes, à peu près équilibrés, que les gens ils sont à peu près bien. Mais comment est-ce qu'on fait justement quand on est manager pour naviguer là-dedans, pour pouvoir sortir aussi un peu la tête de l'eau? En fait, ce que je disais au début, c'est que dans une entreprise parfaitement rationnelle capitaliste, le manager n'existerait pas. Chez Amazon, le manager n'existe pas parce que la montre connectée manage pour toi. Elle te dit exactement la tâche que tu vas faire, comment tu as à la faire, en combien de temps tu as pour la faire, etc. Dans d'autres entreprises, on n'a pas atteint ce niveau de rationalisation, donc le manager existe. Et là, il a une capacité, une latitude, une capacité de liberté pour naviguer justement et équilibrer un petit peu le bien-être entre l'individu et la productivité de cet individu, etc. Et ça va dépendre à la fois de la liberté qu'on donne au manager et de cette liberté laquelle il donne aux employés. Je reviens juste sur la phrase que tu as dit avant, Adrien. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as étudié ou pas. Quand tu parlais de Amazon, justement, quand tu rationalises à ce point-là que tu as plus de manager, est-ce que tu as un impact, ça a un impact sur ta santé mentale, ça? Le fait de juste devoir répondre à un robot, de plus avoir, Oui, en fait, tu négliges des besoins fondamentaux de base, tu négliges des besoins de liberté, tu es constamment sous stress parce qu'il faut réussir. En fait, si on te donne un objectif long terme, on te dit dans un mois, il faut que tu réussisses ceci, peut-être la première semaine, tu seras un petit peu stressé, les 2 semaines d'après, tu seras pas trop stressé, et la dernière semaine, tu seras dans le rush, tu vois. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que chaque tâche est chronométrée pour être pile poil ce que tu peux réussir en bonnes conditions physiques. Donc, si on te dit traverse tout le magasin en 1 minute, on te dira pas retraverse le magasin dans l'autre sens en 1 minute 30. On te dira retraverse le magasin en 1 minute. Tu vois? Donc, en fait, tu ne peux être que constamment sous stress permanent de par ces objectifs qui sont réalisables s'il y en avait qu'un, mais qui ne sont que très difficilement réalisables s'il y en a plus. Et basé là-dessus, on va te donner ton salaire. Donc, ton salaire va être extrêmement variable vis-à-vis de tes objectifs que tu auras atteints. Et tes objectifs, c'est toutes les minutes, toutes les 3 minutes, toutes les 5 minutes. Donc, c'est extrêmement stressant, ce type de choses. En plus, on t'enlève toute forme de liberté. Et puis, c'est éprouvant, c'est éprouvant physiquement, c'est éprouvant mentalement. Et aussi, ce que disaient un certain nombre de personnes qui ont travaillé chez Amazon, c'est la nuit, tu fais des cauchemars de la voix que tu entends de Alexa qui sort de la montre. C'est même une forme de traumatisme à ce moment-là. et dans tout ça, après avoir vécu de tels traumatismes, on se dit: «Tiens, et si on mettait en place du manager bienveillant?» Tant qu'à faire. Les enfants, c'est quoi? On entend de plus en plus parler justement. Attends, avant ça, tu voulais dire quelque chose, non? Il me semble. Sur la question juste Dis-moi. avant, pour naviguer dans les eaux troubles, j'avais quelques points et donc je vais faire un écho complet sur ce qu'Adrien disait. C'est la latitude que tu donnes aux gens. C'est la seule chose. Si t'as pas de latitude, tu navigues rien du tout. Tu coules et puis ton équipe coule avec toi et c'est environnement toxique et toutes les choses qu'on connaît qui sont pas très agréables. Maintenant, ce que je disais aussi, c'est que dans certains cas, et ça dépend beaucoup, mais le manager peut aussi prendre de la latitude, même si on lui en laisse pas. Là, il y a certaines transgressions ou des choses comme ça qui peuvent justement aider à redonner un peu de confiance dans des situations justement qui sont particulièrement difficiles, particulièrement toxiques.
dans ton équipe, si tu vois que ton manager va prendre des risques, va transgresser un petit peu au bénéfice de l'équipe, c'est évident que ça, c'est quelque chose qui va construire de la confiance, puisque tu montres que finalement, tu es dans le même bateau que ton équipe et que tu vas les aider, les protéger. Maintenant, ça aide pas nécessairement à la relation de confiance entre le manager et son manager à lui, forcément. Donc ça, c'est des choses qui sont... faut les balancer. Il y a toujours cette tension. Il y a toujours cette tension. C'est évident. ça. Et l'autre élément que je disais, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on a parlé un peu avant aussi, c'est les managers et leur formation. Tu as beaucoup de managers qui ne sont pas formés au management, qui débarquent manager parce qu'on leur a dit, ah, bah, tu travailles bien, maintenant t'es manager, et ils n'avaient pas nécessairement cette envie-là. Il y a des gens qui ont un peu mon profil aussi, qui travaillaient, qui avaient envie d'être manager et qui ont eu l'occasion de le faire. Et tu as ceux qui sortent d'une école de management, qui finalement connaissent que la théorie et qui n'ont pas forcément travaillé avant sur des tâches concrètes qui vont amener tout ça. Et au milieu de tous ces, je pense que c'est à peu près 3 profils types. Il y a évidemment des milliers de possibilités, mais je pense que c'est les 3 plus grosses cheminements que tu peux avoir en arrivant manager. C'est que la capacité à prendre du recul sur en fait les informations qu'on t'a données sur comment faire. On a regardé plusieurs livres de management et il y en a beaucoup qui sont déjà basés aussi très livres de management et conseils de coaching sont souvent très liés ensemble et comme je le disais tout à l'heure, le coaching se vante d'être capable de donner des conseils même sans connaître le domaine, ce qui fait qu'il se ramène quand même plus souvent qu'autre chose à dire des choses qui en fait sont pas bonnes ou donc je veux pas donner de mauvaises intentions au coach, hein, bien entendu, mais le fait de ne pas avoir l'expérience ou de ne pas avoir la formation dans un domaine en particulier fait que tu vas penser pouvoir dire des choses qui te semblent évidentes, mais en fait c'est des mauvais conseils. Et derrière, les managers, eux, ils voient un livre qui a été édité avec un expert du management ou qui a un coach, influenceur qui a beaucoup de visibilité, etc. Vont pas remettre en question ces choses-là. Probablement parce que s'ils sont dans une mauvaise situation, déjà, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas nécessairement l'énergie. Et encore une fois, il faut un moment que tu puisses faire confiance aux ressources que tu as. Et ça amène plein de mauvaises pratiques de management aussi dans les entreprises. Mauvaises pratiques qui sont amenées avec toute la bonne volonté et la bienveillance du monde, mais qui peuvent être extrêmement délétères à la fois sur les coachs, sur les équipes et les employés. Et ça, je pense, c'est la partie la plus difficile en tant que manager, c'est que tu es tout seul là-dedans. Et c'est très difficile. Adrien, en plus, tu fais de la vulgarisation, donc tu sais que c'est compliqué de prendre une information, de la vérifier et de s'assurer qu'elle est valide. De plus en plus, dans le monde dans lequel on vit, où on est submergé par l'information et la plupart des gens ont pas nécessairement les connaissances ou le temps de valider la validité scientifique de quelque chose. Et on a des exemples, je vais pas les citer, mais des exemples. Je les cite pas parce que c'est pas pertinent. Je veux pas pointer ou viser des gens en particulier, mais des formations justement où on va te parler de harcèlement ou de choses comme ça, où on va te proposer des choses qui en fait qu'on te propose des choses à mettre en place qui sont une forme de harcèlement. Et c'est intéressant parce que les gens qui te donnent cette formation se rendent eux-mêmes même pas compte que ça va contre les choses qu'ils te disent. Ah bah si, attends, ça je peux donner un exemple. Hein. Ça, tu peux donner un je peux exemple donner dans ce un cas-là. exemple. Mais, Je suivais justement une formation parce que je voulais avoir mon titre d'enquêtrice au harcèlement au travail, donc je suivais une formation là-dessus. Et d'abord, avant de t'apprendre de pouvoir enquêter, on t'apprend d'abord à faire la prévention sur le harcèlement au travail. Et donc dans cette formation-là, on me dit ok, enfin la prof, formatrice en plus, une prof, la formatrice nous dit ok, bon dans une des entreprises dans lesquelles je suis intervenue et quelque chose que je vous propose même à tous de mettre en place, c'est qu'on mettait en place la journée de la gentillesse ou la journée de la bienveillance. Je sais plus trop comment elle avait appelé ça. Attends, ça va plus loin, attends. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour souligner ça? Parce qu'on veut justement que les employés, les collaborateurs soient gentils entre eux, se traitent bien, etc. Et on doit souligner ça. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va proposer au patron, au directeur, au manager d'acheter plusieurs fleurs, vraiment plusieurs fleurs individuelles. Et chaque employé qui arrive le matin va prendre une de ces fleurs et va le donner à l'employé qui va le trouver le plus gentil. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? À la fin de la journée, on va avoir des employés avec beaucoup, beaucoup de fleurs et avoir des employés ou des collaborateurs avec aucune fleur. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, c'est la formatrice à ce moment-là, elle dit, mais qu'est-ce que ça va permettre ça? Ça va permettre à ce que une prise de conscience à ceux qui n'ont pas de fleurs, qui sont pas assez gentils. Exactement, c'est ça.
Et moi, ça me pose problème. Je suis comme ça dans la formation. Je dis, putain, en fait, c'est un peu bizarre quand même. Peut-être pas, non. Peut-être que ça va créer plus de harcèlement au final parce que lui, il va être visé par tout le monde. Enfin, je veux dire, je vois pas trop le rapport. C'est Bah, ça. je compléterai même en disant Je- qu'au sein de l'entreprise, enfin moi la première blague que j'ai fait, c'est que je disais que je serais probablement celui qui a pas de fleurs sur son bureau parce que moi je suis pas au travail pour être gentil, je suis au travail pour faire mon travail. Et c'est une évaluation, oui, c'est une évaluation qui est en fait complètement biaisée puisque ça n'a aucun sens dans le milieu de l'entreprise de récompenser les personnes qui sont gentilles. Puisque de toute façon c'est pas c'est bien d'être gentil. Je dis pas qu'il faut être méchant avec ses collègues et je dis que j'en aurais pas. C'est une blague. Hein. J'essaie évidemment toujours d'être cordial et franc, mais ça va créer en fait pas une remise en question, mais beaucoup d'hypocrisie. Les gens vont plus avoir le courage Ouais. de se dire les choses qui vont pas en face et oui, tu pousses les gens à s'isoler plus ou à cacher les problèmes. Du coup, tout ça nous amène à quoi? Au management bienveillant, parce qu'on parlait de gentillesse. Donc, dans cette notion de confiance et de gentillesse, quid du management bienveillant? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, c'est que qu'est-ce que ça veut dire? On parle toujours des mots et de ce qu'ils veulent dire, climat de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Sens au travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi avoir un manager qui est bienveillant? Ça veut dire que les autres sont malveillants. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, personne ne se lève le matin. Ok, tu peux dire comme Greg, moi je suis pas quelqu'un de gentil, j'ai pas envie d'être gentil. C'est pas pour ça que t'es malveillant. Parce que juste t'as envie de faire correctement ton travail et que les gens fassent correctement ton travail. Et tu peux te dire, je veux pas être ami avec une relation de travail. Je veux avoir une bonne relation de confiance avec eux sans être leur ami. Est-ce que ça veut dire que t'es malveillant? Donc ça veut dire quoi être bienveillant? Tout le monde est bienveillant. Je veux dire, de base, soit t'es bienveillant, soit t'es malveillant, mais la plupart des gens sont bienveillants. Donc, à quoi ça sert de dire qu'on a besoin d'un manager bienveillant? Ça veut dire qu'on suppose qu'en fait, à la base, les gens sont malveillants. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on observe cette toxicité au travail qui, que l'on attribue au manager, alors qu'en fait, cette toxicité au travail provient du capitalisme en lui-même, qui détruit des vies et détruit des gens. Et on dit, non, mais c'est ton manager qui sait pas gérer. Parce qu'il est malveillant, donc on va le rendre bienveillant. Mais non, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'avais noté cette phrase qui me plaît beaucoup, qui est, étant donné que notre manager est bienveillant, comment on peut être contre quelqu'un qui nous veut du bien, qui est bienveillant avec nous? Comment on peut être contre, comment on peut le critiquer? Tu peux critiquer un manager malveillant. Tu peux critiquer un patron. Tu peux critiquer un capitaliste. C'est facile de critiquer le capitalisme. Tout le monde critique le capitalisme tout le temps. Tu peux critiquer ton supérieur hiérarchique. Comment tu critiques quelqu'un qui est bienveillant envers toi? C'est plus possible. Moi, je suis d'accord. Et Camille, tu sais que le terme bienveillant, de toute façon, je l'aime pas parce que justement, c'est justement exactement ce que tu disais. Ça sous-entend que les managers sont. Parce que tu as dit les gens, mais je pense que c'est quand même spécifique aux managers, que ça sous-entend que les managers sont mauvais, sont insidieux, manipulateurs. Et ça, c'est un truc en fait, qui m'énerve. Et on parlait C'est aussi parce qu'on change vers le leadership. C'est ça. C'est parce que le management, ça a une très mauvaise image et je trouve ça dommage parce que même si les managers ne devraient pas exister, moi je trouve que c'est un beau métier parce que justement, ça donne la possibilité d'avoir, dans une certaine mesure, un impact finalement, si tu le fais bien, un impact positif sur les gens. Ça peut avoir un impact positif même potentiellement sur le très idéaliste, allons-y sur le monde, selon ce que ton équipe fait, selon les outils que tu développes, qu'est-ce que tu fais avec ces gens et coller bienveillant derrière, en fait, ça justifie le fait. Enfin, je reformule finalement ce que tu dis, je pense, Adrien, mais ça te dit juste genre, oui, mais si ton manager il fait un truc, t'as l'impression que c'est pas bien, c'est parce que tu comprends pas, mais c'était pour ton intérêt qu'on a fait ça, parce qu'il est bienveillant. Et coller bienveillant derrière quelque chose, c'est un peu comme on parlait justement du coaching et des séances de yoga qui sont inscrites dans les entreprises, c'est masquer les choses, c'est cacher le problème et empêcher les gens de les pointer du doigt comme il faut. Le manager n'est pas bienveillant, le manager n'est pas malveillant, le manager est là pour maximiser la production de son équipe. Et dans un monde idéal, il le fait en maximisant le confort des gens aussi. Et je sais que je vois ça avec mon prisme du monde de l'IT où ça coûte cher de remplacer les gens et que on le fait
notre démarche, en tout cas des managers que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant dans le domaine et de comment moi je fais, elle est sincère. J'ai envie d'aider les gens de mon équipe à se développer, j'ai envie de les aider à pouvoir s'amuser le plus possible et profiter le plus possible de leur temps au travail. Tu parlais de profiter de ses vacances dans l'épisode d'avant. Moi, j'ai vraiment envie que les gens profitent du temps qu'ils sont avec nous, du temps qu'ils développent leurs compétences et qu'ils font des choses qu'ils aiment. Parce que l'autre chance qu'on a dans ce milieu de l'IT, c'est que la plupart des gens qui travaillent dans ce milieu-là sont déjà des passionnés par leur travail. On est dans une situation qui est absolument inédite et on est extrêmement privilégié. Mais ouais, j'aimerais que le manager finalement ce soit ça pour tout le monde et qu'on arrête de vraiment lui coller cette étiquette de c'est mal, c'est pas bien, c'est manipulateur, c'est méchant, et d'amener cette notion de manager bienveillant, de leader éclairé, whatever. C'est casser en fait tout ce qui est beau dans le métier de manager et qui fait que moi j'avais envie de le faire. Donc enfin, voilà. Donc tu sais que moi j'aime pas ça. Donc c'est ce que j'en pense et je suis d'accord avec toi, Adrien. Et on clôture par une note positive avec tout ce qu'on a dit. Moi, en vrai, ça me fait un petit truc au cœur quand même parce que ça fait 2 mois qu'on est ensemble à tourner ces épisodes. Puis je suis contente que tu aies été avec nous aussi pour le final de ces épisodes. Oui, dis-moi. Bah tu voulais pas qu'il... Ah bah si, j'arrive à la fin. Et du coup, justement, regarde, Adrien, t'as ouvert l'épisode, le podcast avec le premier épisode. Je te propose de clôturer ce podcast, que le dernier mot de la fin, ce soit le tien. Donc, je te passe le micro. Enfin, juste avant ça, est-ce que ça a été, Greg, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous dans notre univers pendant 2 mois d'opinion impopulaire dans notre série? J'ai passé un très bon moment. C'était très appréciable. Bon, maintenant, je sais que je suis un manager anticapitaliste et j'ai plus envie de prendre de vacances parce que j'ai l'impression de marcher dans le système, mais sinon, ça va. Et maintenant, Adrien, tout le micro est à toi. J'ai beaucoup apprécié la question précédente sur le manager bienveillant parce qu'en fait, ça met en exergue un point essentiel du capitalisme, du troisième esprit du capitalisme sur la transformation des mots du capitalisme, où on parle plus de cadre, on parle de manager ou d'ingénieur, on parle plus de manager, on a des difficultés à parler du manager parce qu'on veut parler de leadership, et puis on peut plus parler de manager tout court, donc il faut démontrer que ce manager est bienveillant. Et en fait, la manière dont je voulais conclure cet épisode, c'était justement reprendre un certain nombre de ces mots que l'on n'a plus le droit de dire ou que l'on a le droit de dire que d'une seule manière pour pouvoir démontrer que le capitalisme ne produit que du positif, ne produit que du bien, parce que fondamentalement, le capitalisme essaye de démontrer aux gens qui font partie du capitalisme, les travailleurs, qu'ils travaillent pour le bien-être général, pour le bien-être des autres et finalement pour leur bien-être individuel. Et donc j'avais listé un petit peu, et Camille m'a aidé là-dessus, j'avais fait la liste de termes qui ont été transformés par le temps et des termes qu'on ne peut plus rien dire et puis qu'on peut le dire d'une autre manière. Et ça donne ça. On ne peut plus dire qu'on a des problèmes, mais qu'on a des défis à relever. On ne peut plus dire que l'on fait des erreurs, mais on apprend de l'expérience. On n'impose pas des tâches, nous, en tant que manager, on propose des missions. On ne gère pas des employés, on collabore. On ne commande pas, on inspire, on donne du leadership. On n'échoue pas, car il n'existe plus, on n'a plus le droit d'échouer. On expérimente, on teste. On ne subit pas des changements, on y adhère. On est résistant. On ne corrige pas ses erreurs, on ne corrige pas les erreurs d'autrui, on l'accompagne vers l'excellence. Et vous pouvez faire l'exercice chez vous et regarder tous ces mots que vous trouvez en formation, tous ces mots que vous trouvez dans des livres de coaching, tous ces mots que vous trouvez dans les bibles pour les RH ou les bibles pour les managers. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de ces mots qui probablement n'ont pas trop de sens, ne veulent pas dire grand-chose, sont toujours les mêmes. C'est des mots qu'on rabat sans cesse et qui ont quand même pour objectif de vous faire croire que dans le capitalisme, tout est fait pour que vous puissiez vous épanouir et tout est fait pour que vous puissiez trouver une forme de bien-être dans votre tâche et dans votre travail et que vous soyez heureux
dans votre travail et certainement pas en essayant de vous battre contre le système qui vous amène à devoir faire ce travail ou qui vous amène à devoir faire ce travail dans ces conditions-là. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir réfléchir à ces termes-là, le sens et le contenu de ces termes. Et je suis très content qu'au sein de tous ces épisodes qu'on a tournés ensemble, on ait été capable de réfléchir à un certain nombre d'entre eux, que ce soit la confiance, le quiet quitting, le sens au travail, etc. J'étais très content de faire ce podcast avec Camille et puis ce dernier podcast avec Greg. Donc merci beaucoup à vous pour cette proposition. Vous avez été plus de 10 000 à écouter cette série, alors merci de l'avoir suivi, merci pour vos nombreux messages, merci d'avoir poussé la réflexion avec nous. Opinion Impopulaire a été une expérience intense pour moi, j'avoue, mais aussi enrichissante. Et du coup, forcément, ça m'a donné envie d'explorer de nouvelles perspectives, et cette fois avec un thème qui me tient particulièrement à cœur, les femmes dans le monde du travail. On parlera des inégalités persistantes, des pressions invisibles, mais aussi des avancées concrètes et des initiatives qui font bouger les lignes. Pas de tabou, juste des faits, des analyses et des voix qui comptent. J'espère que vous serez tout aussi nombreux à la suivre. Et bien sûr, n'oubliez pas, si vous avez aimé l'épisode, de laisser un petit commentaire ou de le partager. Je sais que tout le monde dit ça, mais je vous assure que c'est ce qui fait vraiment la différence quand on crée du contenu. Alors, encore merci. Et en attendant d'avoir le privilège d'être à nouveau dans vos oreilles, prenez soin de vous, prenez soin de votre équipe, et à très vite.